Bienvenue à tous dans un épisode Let's Play dans lequel j'avais envie de vous montrer comment construire un deck pour le jeu Sorcery Contested Realm. Donc la première étape, on va sur leur site internet. On clique sur How to Play. Après ça nous amène sur ce petit menu-là. On clique sur Tabletop Simulator. Ça nous amène sur cette autre petite page-là. Et vous cliquez sur Vous abonner. Évidemment, ça vous prend un compte Steam. Après ça, vous ouvrez Steam, vous ouvrez le jeu Tabletop Simulator. Usuellement, Tabletop se vend pour 20$, mais vous pouvez attendre un deal si vous ne l'avez pas déjà. Il y a à peu près un deal par mois sur Steam pour Tabletop Simulator, et ça permet d'héberger plus de 1000 jeux de Tabletop, et je dis 1000, ça pourrait même être 10 000, 100 000. Autant de modes que vous pouvez créer peut être joué gratuitement sur Tabletop Simulator, donc c'est vraiment nice comme système. Une fois que vous avez ouvert la version bêta sur Tabletop Simulator de Sorcery Contested Realm, vous avez cette petite table ici. Pour trouver les decks pre-con, c'est simple, vous avez des boîtes, vous avez deux choix. Vous appuyez sur 2, ça les ouvre. Donc il suffit de cliquer sur le clic gauche de la souris et de traîner le deck en dehors de la boîte vers ailleurs. Et la deuxième façon pour ouvrir une boîte, c'est de faire un clic droit sur la souris ou encore d'ouvrir la barre de menu et de faire State et de faire le numéro 2. Si vous voulez utiliser un deck ou des cartes qui ne sont pas dans les pre-con pour votre construction, vous pouvez ouvrir la boîte noire derrière où c'est que c'est écrit Card Pool. Une fois ouvert, vous pouvez sortir les avatars disponibles en ce moment dans le jeu. Vous pouvez sortir toutes les cartes de terre, toutes les cartes de feu, toutes les cartes d'eau, toutes les cartes de vent, ainsi que toutes les cartes neutres. Et on termine avec toutes les locations disponibles dans le jeu. Évidemment, si vous ne trouvez pas des cartes dans les card pools, regardez dans les decks pre-con, il y a certaines cartes qu'ils ont oublié de remettre en double dans le paquet en arrière, mais avec les 4 pre-con de sortie et tout le reste, vous êtes prêt à commencer votre construction de deck. Donc la première étape, c'est de sortir votre collection, location, avatar, ainsi que toutes les cartes que vous voulez jouer. La partie numéro 2 du deck building, c'est de décider quel avatar vous voulez jouer, et donc d'avoir une meilleure idée sur quel genre de deck vous voulez monter. Moi, j'ai décidé de jouer un deck qui était 2 éléments, qui était vent et terre, et donc j'ai sorti les 2 disponibles. Comme ça, peu importe contre qui je joue, ça me tente de jouer le wind, je sors le wind, ça me tente de jouer le earth, je sors le earth, mais il y a juste des mini-modifications dans mon deck à faire. Par la suite, c'est de sortir toutes les locations de votre atlas qui fonctionnent pour un deck terre ou un deck vent, ou encore terre et vent si vous jouez les 2 éléments dans votre deck, puisque rien ne vous empêche de le faire. Entre autres, on peut retrouver certaines locations qui comptent pour un threshold de wind et un threshold de terre, ce qui peut être très pratique dans les decks à 2 éléments. Ici, je vais aussi vous montrer Pristine Paradise, qui a les 4 éléments en threshold, très important si vous jouez l'élémentaliste comme avatar. L'élémentaliste commence avec un threshold de chaque élément. Si vous réussissez à mettre Pristine Paradise au début, puis à pas avoir aucun minion dessus, vous avez donc 2 thresholds dans tous les éléments au premier tour ou au deuxième tour, ça peut être très pratique. Et une fois que les locations étaient faites, j'ai séparé les cartes que je pouvais utiliser dans les decks Wind, les cartes que je pouvais utiliser dans un deck Terre, et les cartes Neutral. La troisième partie principale, selon moi pour le deck building, c'est de créer ton atlas en premier. Pour l'instant, il y a moins d'atlas, c'est plus facile de les choisir. Depuis l'atlas, il y a seulement 20 cartes au lieu de 40. Et aussi, certaines locations vont vouloir prioriser certains minions, et donc vous ne voulez pas choisir des minions que vous allez vous retrouver à enlever de votre deck ou certains spells que vous allez enlever de votre deck parce que les locations vont venir les counter. Vous ne voulez pas vous counter vous-même. Contre-productif. Donc ici, sur 20 cartes, je me suis fait un pool de 17 cartes que j'avais envie d'utiliser presque tout le temps pour ce deck-là. Donc, on met les copies. Encore une fois, les sites, c'est comme les minions. Si c'est marqué dessus que c'est un site élite, on peut en mettre 2. Si c'est un exceptionnel, on peut en mettre 3. Si c'est un ordinaire, on peut en mettre 4. Et si c'est un unique, on peut en mettre qu'une seule. Une des raisons pourquoi j'aime bien avoir R en second élément dans un deck, c'est qu'on peut avoir les locations qui sont les towers, qui vont venir à un Genesis de donner un mana supplémentaire pour le tour, ce qui permet une ramp d'accélération plus vite vers le mid-game puis le late-game. J'ai décidé aussi de mettre de côté 3 copies de Bedrock ainsi que 3 copies de Simple Village, qui sont un peu l'équivalent de mon side deck, qui vont être, peu importe quand je vais saver mon deck sur Tabletop Simulator puis que je vais le sortir, je vais pouvoir décider à la dernière seconde laquelle des deux je mets dans mon deck, dépendant de je joue contre quel adversaire. Entre autres, si je joue contre Water, il y a de fortes chances que le Bedrock soit là, mais si je joue contre Fire ou contre d'autres éléments, ça se peut que je préfère le Simple Village, donc je me laisse des options. Dans la partie numéro 4, j'ai terminé les locations et l'avatar, donc je me concentre sur les cartes d'éléments. Pour ce faire, je trouve ça plus simple de séparer les cartes
par leur niveau de cost en mana. Donc je commence avec les 0, les 1, et je monte ainsi jusqu'à 9 dans ma séparation. Et par la suite, je commence des unités qui coûtent le plus cher pour bâtir mon deck. Pour la simple et bonne raison que souvent, tes late game units vont être tes victory conditions. Ils vont être certains points que tu veux vraiment renforcer pour que lorsque tu sors ce combo-là, ton combo final, il soit mortel à ton adversaire. C'est donc dans cette étape-là que vous n'allez pas prendre en considération le nombre de cartes de chaque point de mana que vous voulez dans votre deck tout de suite. Vous allez juste séparer toutes les cartes que vous pensez qui peuvent vous intéresser. Donc, une fois que les bonnes cartes, comme je les appelle, ont été filter, je les sépare en 3 paquets. Le premier paquet, ça va être mon paquet, je suis sûr que j'ai veux dans mon deck, ou du moins dans la version 1 de ce deck-là, ils vont être utilisés. La pile numéro 2, comme vous pouvez voir, est très grosse. C'est toutes mes maybe ou des side decks que je sais que je vais juste utiliser dépendamment du méta de la place que je joue. Si je vais dans une place locale, puis que les gens là-bas ils aiment altérer beaucoup le territoire, ou au contraire, si là-bas il y a beaucoup d'auras, je vais peut-être prendre plus de cartes de disenchant ou plus de cartes pour briser les auras. S'il y a beaucoup de cartes avec des effets vraiment dérangeants, je vais mettre plus de silence puis de disable dans mon deck. Mais toutes ces cartes-là, c'est des bonnes cartes, mais ne sont pas nécessairement utiles dans tous les scénarios. Fait que ces cartes-là se retrouvent dans mon deuxième. Dans le troisième, je mets toutes les cartes que moi j'aime, mais que je pense pas que je vais utiliser un jour, mais que je garde quand même au cas où je trouverais leur utilité. Des fois, avec les changements dans le méta, avec les nouveaux sets qui pourraient sortir. Des fois, il y a des cartes que vous mettez de côté, vous dites « Ah, mais ça, il me manque juste un petit quelque chose pour que ce combo-là rende solide. » Puis là, oups, la carte, elle sort. Et voilà, vous faites les modifications nécessaires. Ça, c'est ma partie numéro 5. À partir de là, vous avez presque terminé votre deck. Comme vous pouvez voir dans ma partie must-have dans mon deck, j'avais déjà 33 cartes. Donc, il me restait 7 cartes à choisir seulement de mon side deck. Aussi, pour me faciliter la vie, les cartes sont en ordre de coût dans ces paquets-là aussi. Donc, quand je vais faire mon deck, quand on va faire une petite recherche aussi, vous pouvez faire le clic droit et aller sur la barre Search. Ça va faire apparaître votre deck et les avoir mis dans l'ordre, ça rend ça plus facile l'analyse. Donc, j'ai mes earned costs en descendant et plus que je monte dans mon cost. Ça te permet ainsi de calculer la curve du mana cost plus rapidement, qui est une des parties les plus importantes pour passer de l'étape 5 à l'étape finale de votre deck. C'est est-ce que j'ai un bon éventail de coûts en mana? Parce que si vous avez juste des grosses cartes, votre adversaire va vous tuer avant que vous soyez capable d'en jouer une. Mais si au contraire, vous avez juste des cartes très faibles, il y a de fortes possibilités qu'un seul spell de votre adversaire puisse vous éliminer plusieurs de vos monstres. Pour l'instant, la courbe de mana que j'aime suivre pour la création de deck, c'est d'avoir à peu près un quart de mes cartes qui coûtent 5 de cost de mana et plus, qui sont mes cartes de late game, et tout le reste sont en dessous, où la grande majorité de mes cartes, ou presque la moitié de mes cartes vont être entre 3 et 4 de coups de mana. Comme ça, quand tu arrives dans le late game, ça permet de jouer des combos de 2 cartes de 4 de mana. Puis early game, j'ai assez de 1 cost ou 2 cost pour me permettre de survivre juste le temps qu'on rentre dans le mid game, des 3, 4 et 5 cost. Puis là, je commence à avoir mon avantage. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de méta à propos du pourcentage de cartes aura, relique, monstre, habilité. Allez-y vraiment avec ce que vous aimez. Vous allez finir par développer un certain méta dans le groupe de joueurs que vous jouez ensemble. Puis là, les choix vont devenir plus clairs pour finaliser votre deck building. Donc ça, c'est la version finie de mon deck, comment je l'apporte sur les tables lorsque je joue avec des gens. Souvent, ça, je le délite instantanément, mais c'est mon side deck, c'est toutes les cartes que je veux ressortir si mettons on est pour jouer plus qu'une game. Il y a peut-être des petites modifications que je veux faire entre la game 1, la game 2 et la game 3, juste pour rendre les choses un peu plus excitantes ou encore pour essayer de voir si les modifications que j'ai mis dans le deck ont une valeur ou elles n'en ont pas. Encore une fois, j'ai mes 2 avatars de save pour la simple et bonne raison que, comme je vous ai dit au début, j'aime pouvoir choisir lequel avant que la partie commence. Des fois, j'ai envie de jouer Win parce que j'aime me téléporter partout et avoir plus de mouvement. Puis des fois, j'aime mieux jouer Earth parce qu'avoir un avatar qui peut se battre, c'est quand même assez intéressant. Mon deck de 40, mon spellbook et mon atlas de 20 cartes. Une fois que vous avez la version finale, vous faites un carré avec le clic gauche de la souris, clic droit pour ouvrir le menu, vous faites Save Object, vous marquez le nom du deck, Save, et le tour est joué. Vous êtes maintenant prêt à jouer à Sorcery. Lorsque vous arrivez sur une partie, il suffit de faire Object, Save Object, aller dans votre dossier ou directement rester dans les Save Objects si vous n'avez pas de dossier de Sorcery et mettre le deck de votre choix. Et après ça, vous allez être prêt à jouer. Et rapidement, parce que c'est des questions que j'ai vu revenir souvent. Dans Sorcery, l'avatar of Fire parle de Firebolt. Firebolt a été mis ici en mini token. Firebolt permet cette habilité.
Lorsque vous lancez les Firebolts, ils traversent dans une direction cardinale de votre Spellcaster. Quand ils frappent un ennemi avatar ou un minion, ils font 3 de dégâts splash. Deuxième question assez souvent demandée, si une créature a 0 power et elle est summonée, est-ce qu'elle meurt automatiquement? Non, les créatures restent en vie à 0 power dans l'univers de Sorcery, même à 0 power on doit être attaqué pour mourir. Ces petits numpads servent à prendre en note vos totals de points de vie. Vous pouvez augmenter le chiffre avec le plus, descendre avec le moins, et reset avec le C. Vous pouvez aussi venir rentrer le chiffre que vous voulez avec votre numpad. Vous avez un des 20 de disponible sur la table et le des 20 sert aussi à tout mouvement randomize. Si sur votre carte c'est marqué random, suffit de rouler un des 20 en appuyant sur R de votre keyboard, ce qui va le lancer dans les airs. Vous regardez le numéro 18 et par la suite vous regardez sur le mât qu'est-ce qui correspond à la case 18 et vous apportez votre monstre sur cette case. Si jamais vous avez des questions pour les règles, vous avez le livre de règles disponible directement sur l'application de Tabletop Simulator. Juste avant de terminer, je vais vous parler de mon deck. J'ai décidé de monter un deck contrôle-défense. Je pense pas que ça va être bon, ou du moins que ça va être top tier. C'est un deck que j'ai basé uniquement parce que c'est des cartes qui me plaisent, moi, et qui me font rire, moi. Un de mes soldats principaux s'appelle l'Imperial Pikeman, vous pouvez le voir ici. Il a l'habilité de faire ses dégâts en premier lorsqu'il frappe son adversaire, ce qui est très pratique pour finir un adversaire après que tu aies fait un spell dessus et qu'il reste encore des points de vie, mais tu veux pas trader. Hein? Par la suite, j'ai mis des Midnight Rogue. Les Midnight Rogue, c'est une carte 2-2 létale avec Stealth. J'ai mis le Pudge Butcher, 4-5. 2 fois aussi, le Pudge Butcher a l'habilité de pouvoir grab les gens de distance et les rapporter jusque sur ma tuile pour me battre avec. Par contre, il peut pas bouger. La carte de Pudge et le Midnight Rogue. Dans mon deck, j'ai aussi 3 copies des Sling Pixie. Les Sling Pixie sont Airborne, Range +1, mais l'important, c'est qu'ils sont immunes aux dégâts des créatures qui ont 4 de power et plus. Ils deviennent donc des très bons boucliers à Avatar ou à d'autres minions, comme j'ai juste à les faire suivre ces minions-là et défendre toute attaque qui serait plus haute que 4 avec mes pixies, et s'ils sont plus basses que 4, défendre avec mon gros minion. J'ai aussi 2 fois l'Elite Aura Summoning Sphere. Summoning Sphere doit être Conjure à 4 locations, donc au milieu de 4 locations, ou encore au milieu de 2 locations. Une fois que la sphère a été placée sur des locations, summoner des monsters dans ces locations, vous pouvez le faire à 1 cost de moins, ce qui est encore plus efficace avec mes locations comme mes Dark Tower qui vont on Genesis pour donner 1 mana de plus. Donc si on réduit le cost de 1 et on augmente mon mana de 1 pour le tour, je peux jouer une carte à 5 de mana pour 3 de mana. J'ai les 2 uniques Occult Ritual et Divine Healing. Divine Healing te donne 7 points de vie, toujours pratique, et Occult Ritual te donne 7 de mana, aussi toujours pratique. Les 2 cartes préférées de mon deck est Thunderbolt. Thunderbolt, c'est 1 cost et tu fais 3 dégâts à n'importe quel ennemi ou avatar sur la map. Et la deuxième, c'est Bury, une autre de mes cartes préférées, pour laquelle 2 cost, tu prends n'importe quel minion sur la map ou relique et tu la mets sous le sol. J'utilise aussi 2 copies de True Allegiance, qui me permet de conjure à l'intersection de certains sites ce pouvoir. Le pouvoir où que mes allied minions ont plus 1 power tant qu'ils sont sur les sites touchés, mais en plus de ça, ils peuvent pas être contrôlés par les effets de l'ennemi, ni être forcés à bouger et de prendre une action pour être forcé à bouger, fait par un ennemi habilité ou par une carte spell de mon adversaire. J'ai aussi 4 copies de l'Apprentice Wizard parce que draw a card c'est juste too good in every game. En plus de ça, il est Spellcaster, j'ai beaucoup de spells dans mon deck, pour pouvoir avoir différents points dans lesquels mes spells peuvent partir, quand même assez pratique. Par la suite, j'utilise 2 copies de ces 2 cartes élites. La première, c'est Phase Assassin, qui est lethal, et en plus, il peut marcher dans le Void. Et il y a l'habilité que s'il attaque quelqu'un en étant sorti du Void, donc vous étiez dans le Void, vous faites un move action, vous sortez du Void et vous attaquez un ennemi, vous faites vos dégâts en premier. Comme il est létal, vous avez tué l'adversaire, puis il ne pourra pas répliquer. Ball of Lightning. Dans une direction cardinale d'un Spellcaster, t'envoies une balle de Lightning qui fait 6 de dégâts sur le premier ennemi, minion ou avatar, et par la suite, la boule continue dans la même ligne ou continue à faire les dégâts sur la même location sur plus qu'un minion. Donc si vous lancez la Ball of Lightning, on va dire vers la gauche, qu'un minion à 4 HP, ça tue le minion à 4 HP. Puis là, si vous avez un minion à 2 HP en arrière, sur une autre location, mais ça va aller sur l'autre location, tuer le minion à 2 HP. Par contre, si vous en aviez un à 4 puis un à 3 sur la même location, la Ball of Lightning, elle n'aurait pas le choix de faire descendre 2 HP de celui à 3, puis ne pourrait pas aller tuer celui à 2 derrière les 2 units. Elle doit comme tout clearer dans une ligne. Un des derniers spells de mon deck s'appelle Earthquake pour 5 de cost.
me permet de le summoner dans un square block de 4 locations, dans laquelle au moins une de ces locations-là, c'est une location de terre. Une fois que c'est summon, Earthquake Burrow, toutes les ground minions qui sont situés sur les 4 sites touchés par le Earthquake, mais ces sites ne doivent pas être affectés par de l'eau, sinon ça ne fonctionne pas. Et ça me permet aussi de rearrange, donc de remodifier le placement des 4 tuiles touchées par mon spell. Mon prochain unit, c'est les Silver Valkyrie, et ils servent surtout à ma stratégie défensive. Ils ont Iron Skin, ce qui leur permet de doubler leur point de vie, donc ils ont 6 points de vie, 3 d'attaque. Mais ils ont aussi l'habilité que lorsqu'ils sont sur un territoire, ces Valkyries et tous les autres alliés ne peuvent pas être la cible des habilités ennemies ou des spells ennemis. Donc un idéal tour 1 pour moi, c'est de faire apparaître cette location, l'Old Growth Forest sur mon avatar, qui me permet de me rendre immunisé au range attack puis au airborne attack, parce qu'ils sont cancellés à cet endroit. Et en plus de ça, je mets la Valkyrie, donc je suis immunisé aux spells et aux abilities. Et les 5 dernières cartes de mon deck, j'ai 2 fois le Titan. Le Titan coûte 6 à mettre en jeu et il a 6 de pouvoir, et il a l'habilité Genesis que lorsqu'il est placé, il fait 6 de splash damage sur le site directement en face de lui. Ça peut être très pratique pour clearer une bunch de monstres qui s'apprêtent à envahir ton territoire. J'ai aussi le King of the Realm. Il sert à booster mes pikemen. Donc, si mes pikemen sont dans l'aura plus le King of the Realm, ils sont rendus à 7 de power et ils frappent en premier. Donc, le monstre va devoir avoir plus que 7 HP pour pas mourir instantanément de l'attaque et pouvoir faire ses dégâts en retour. J'ai aussi le King of the Realm pour si je joue contre un autre deck terre qui utilise beaucoup les Mortals. En sortant de King of the Realm, je peux prendre contrôle de ces Mortals. Elle va pas arriver souvent, c'est une unique. Elle est là parce qu'elle peut être pratique. Bref, vous comprenez. L'autre unique est là pour les mêmes raisons. 8 de cost, 8 de pouvoir. Elle est obligée d'être summonée au milieu du territoire, mais elle peut attaquer sur n'importe quel grid. Donc vous êtes obligé de la mettre soit dans le carré numéro 13 ou 8, mais de là, ils peuvent attaquer partout. Pour avoir un ennemi qui peut attaquer de 8 n'importe où, sans bouger, c'est très pratique. Mon dernier unit unique, qui est un peu la raison pourquoi j'ai toutes les autres Void Walk dans mon deck, c'est Ultimate Horror, 9 de cost, 9 de power, il est Void Walk et il a l'habilité de ramener toutes les Void Walk qui sont morts dans ma partie directement sur lui. Rapidement, pour ceux qui seraient intéressés par mes locations, j'utilise 3 Old Growth Forest pour me défendre, j'utilise 2 fois Quagmire pour Disable. J'utilise 3 copies du Bedrock. Le Bedrock rend tous les territoires adjacents au Bedrock. Ils ne peuvent pas être altérés, ils ne peuvent pas être détruits et ils ne peuvent pas être bougés. Encore une fois, très bon contre les Deckwater. J'utilise 2 copies de l'Observatoire. L'Observatoire te permet, lorsque tu joues ce territoire-là, de regarder les 3 prochaines cartes de ton Spellbook et de les replacer dans l'ordre de ton choix. Je joue 4 copies de la Dark Tower. La Dark Tower est un threshold de win et lorsque tu la mets en jeu, te donne 1 mana de plus pour le tour. J'utilise 2 copies du Sinkhole. Le Sinkhole est une de mes cartes préférées. Au début de ton tour, tu peux détruire le Sinkhole et détruire un autre des territoires adjacents au Sinkhole. J'utilise 2 copies du Windmill pour augmenter mon threshold de Wind et de Earth en même temps. Et mes 2 locations uniques que j'utilise dans ce deck-là, c'est de Mirror Realm et City of Agartha. Le Mirror Realm, c'est la location la plus forte de toutes les locations, puisqu'elle prend toutes les habilités puis les thresholds de tout ce qui est adjacent à ce site-là. Donc, si vous réussissez à le placer dans une cross dans laquelle vous avez 4 bonnes locations autour, donc une bonne à droite, en haut, en bas puis à gauche, vous prenez les 4 habilités. Donc, en théorie, si j'avais une tower ici, une en haut puis une à gauche, puis je mets mon miroir Realm au milieu, pour ce tour-là, j'ai 5 de mana supplémentaires. Si je le mets à côté de City of Agartha, il est rendu un 2e City of Agartha. Et maintenant, l'habilité de City of Agartha, c'est que les minions qui sont présents sur cette location-là peuvent unburrow sur n'importe quel site, tant que le site ne contient pas d'eau, comme si eux-mêmes avaient burrow. Fait que mes minions n'ont même pas besoin d'être burrow. C'est comme un réseau souterrain qui peut sortir n'importe où sur la map. Donc en collant les 2, ça me fait 2 locations sur lesquelles je peux mettre des gens et les téléporter un peu partout sur la map. Encore une fois, merci à tous d'avoir écouté et j'espère que mon première idée de deck, un deck sur une tentative de deck contrôle, vous aura intéressé. Si vous cherchez du monde avec qui jouer, il suffit de rejoindre le Discord de Questions de Perspective et ça va me faire plaisir de vous montrer comment jouer. Ou sinon, on se revoit tous sur une prochaine vidéo. À plus tout le monde!